Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nausicaa. Raconte-moi une histoire. Voyons voir. Hé, mais c'est que t'as l'air pas mal, toi. Enlève ton masque, on voit ta frimousse. Nausicaa. Faut pas lui dire des choses trop gentilles, Dame Eboshi. Viens ici. La flatterie lui monte facilement à la tête. Viens, mon enfant. Chihiro. Tu vois, Pogno, ça c'est un tunnel. Le vent s'engouffre dedans. En 2001, le voyage de Chihiro enregistre 25 millions d'entrées au Japon, un record jusque-là jamais battu. Le réalisateur s'appelle Hayao Miyazaki. Il a déjà réalisé Le Château dans le ciel et Mon voisin Totoro en 1988, ce qui lui permet de fonder son propre studio de production avec le réalisateur du Tombeau des Lucioles, Isao Takahata. Le voyage de Chihiro est diffusé dans le monde entier. Les critiques y voient des références aux métamorphoses d'Ovide, ainsi qu'une étrange rencontre entre philosophie japonaise et pensée occidentale. Plus largement, le cinéma de Miyazaki est fait de vent, de tempêtes, d'avions, d'enfants et de personnages étranges. Tous les délires sont assumés, toutes les fantaisies sont permises du moment qu'elles sont au service d'une vision du monde, propre au réalisateur que nous allons découvrir ensemble cette semaine. La parole est à Miyazaki, dont les interventions publiques se comptent sur les doigts d'une main. Je n'ai jamais pensé que je ferais beaucoup de films. Quand on parvient à en faire un, on peut déjà s'estimer heureux. La vie m'a fait beaucoup de cadeaux. Ma femme m'a dit que j'avais beaucoup de chance. Et c'est vrai. On n'imaginait pas que nos films auraient du succès. On faisait ce dont on avait envie. Mais c'est ce qui nous a permis de survivre. Je m'en rends compte avec le recul. Si on avait essayé de plaire, on nous aurait oubliés depuis longtemps. Bonjour Thierry Hoquet. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Si on avait essayé de plaire, on nous aurait oublié depuis longtemps. C'est la phrase que prononce Miyazaki dans le documentaire Never Ending Man, réalisé par Kaku Arakawa, sorti en janvier 2019, un des rares documentaires, enfin le seul sur cette personne, et on entend quelques brefs extraits de sa propre voix. C'est une bonne façon de caractériser son travail, non ? On n'essaye pas de plaire, et pourtant, ça cartonne. Alors on pourrait penser que c'est quand même une coquetterie de perfectionniste, parce que quand on regarde les quelques confessions qu'il a faites ici ou là sur son travail, on voit à quel point chaque plan est absolument pesé, pensé, réglé sur la musique, sur les détails. Je pense simplement à la célèbre scène du parapluie dans Totoro, où en fait il s'est beaucoup demandé sur le sens que pouvait avoir un parapluie pour cette créature, et donc évidemment ça pouvait pas être pour s'abriter de la pluie. Donc vous voyez, chaque chose a été réfléchie pour savoir. Donc c'est très riche, et en même temps effectivement il fait pas ça pour plaire, mais je crois que, alors on est des philosophes donc on va beaucoup parler, mais il faut revenir effectivement à l'émerveillement spontané, c'est-à-dire le fait que ces films on les voit d'abord sans voix, sans avoir de mots à mettre dessus peut-être, et juste pour le plaisir de l'émerveillement, de voir des créatures magiques, de voir des choses aussi très humaines. Ce sont des films qui nous parlent de ce que c'est qu'être ensemble, qu'être séparés, qui nous parlent aussi de sujets très contemporains d'actualité comme la nature en danger, qui nous parlent de la violence dans le monde humain, qui nous parlent de l'amour. Donc voilà, avec un fond humain, voire humaniste peut-être, aussi riche. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'en rajouter ou de chercher à plaire. Il y a une recherche, par contre, vraiment de perfection formelle qui touche toutes les dimensions de la production, c'est-à-dire le scénario, l'image, la musique, et qui font une magie. Mais je crois que sans l'imaginaire,
qu'il y a derrière, sans la richesse des créations, on n'aurait pas cet enchantement. On va le prendre en sérieux, en tout cas cette semaine. On parlera de Porco Rosso demain, puis de Princesse Mononoke, enfin de Nausicaa. Et aujourd'hui, on va surtout parler de Ponyo sur la falaise, un peu du voyage de Chihiro et de Mon voisin Totoro. Mais d'abord, Thierry Oki, vous l'avez dit, vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie à l'université Paris-Nanterre. Comment ça se passe pour vous quand vous dites que vous prenez au sérieux Miyazaki? Comment vous l'abordez comme un texte de philosophie? Il y a une vision du monde, il y a des arguments. Comment vous faites? Je crois que, évidemment, c'est une manière de parler de la vie. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse au premier chef, c'est-à-dire ici, c'est le rapport à l'environnement, c'est le rapport à ce que c'est qu'être vivant et la manière dont les humains s'articulent aux non-humains. Voilà, donc ça c'est des questions qui m'intéressent en tant que philosophe et que, évidemment, quand je les regarde maintenant que je suis adulte, ces films, je m'interroge sur ce que ça veut dire, avec toujours le soupçon qui pèse quand on s'intéresse aux créations japonaises, qu'il s'agirait de quelque chose qui serait entièrement différent de nous, quelque chose qui serait absolument inaccessible et qui nous donnerait des leçons à nous occidentaux pour nous apprendre à penser différemment. Donc c'est ça que j'essaye de peser, de mesurer, d'apprendre aussi humblement en regardant ces films. Comme s'il y avait un exotisme hermétique qui nous fascinerait, enfin que la fascination viendrait aussi de là. C'est clair que beaucoup de gens qui sont passionnés par le Japon recherchent là-bas une forme de salut pour des modes de pensée, mais aussi qui sont d'abord des modes d'action qui sont jugés délétères, voire destructeurs, et qui nous mènent à la catastrophe. Donc on cherche avant tout, je crois, chez Miyazaki et peut-être au-delà au Japon, la recherche d'un mode de rapport qui serait plus équilibré et peut-être qui renouerait avec des modes de pensée qu'on a coutume de penser, de qualifier d'animistes chez nous et qui sont en quelque sorte discrédités et dégradés. Et donc les films de Miyazaki nous rendraient sensibles cette proximité avec la nature, cette attention à des êtres non humains, qu'ils soient animés ou pas d'ailleurs. Et tout ça, ça nous intéresse, ça nous fascine comme peut-être une solution ou un remède à nos travers ou à nos maux. Et vous dites, il n'en est rien, on peut essayer d'avoir une lecture déjaponisante de Miyazaki, c'est ça? Il n'en est rien, c'est-à-dire, incontestablement, Miyazaki nous parle. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas complètement étranger à ce que nous sommes ou à ce que nous pensons. Le premier point qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'en fait, dans les personnages de Miyazaki, il y a une hybridité des décors. Certains de ces films se passent entièrement au Japon, et là on voit que les puissances destructrices sont des puissances japonaises, et les puissances salvatrices sont aussi des puissances japonaises, donc c'est un dialogue du Japon avec lui-même, avec son histoire. Ça c'est un premier point. Puis il y a plein de films qui se passent dans des décors également de cités médiévales européennes, donc il n'a pas nécessairement un ancrage nipponiste, quoi, vous voyez, qui serait radicalement différent du nôtre. Et quand ça se passe au Japon, c'est très frappant. On voit qu'en fait, il y a deux Japons qui s'affrontent, et souvent très concrètement. C'est clair dans Momonoke, dont vous discuterez, mais il y a vraiment l'idée que le Japon est ambivalent. Alors, il a été ambivalent à partir de ce qu'on appelle la rénovation de Meiji, 1854, c'est-à-dire le moment où les bateaux américains arrivent et forcent le Japon à s'ouvrir. C'est comme ça qu'on présente les choses en général. Et un ami positiviste japonais, ça existe, me disait, en fait, quand vous voyez un bateau qui est fait selon les lois animistes, si vous voulez, et puis d'autre part un bateau qui est fait avec la vapeur et la technique occidentale, une canonnière américaine, eh bien vous comprenez tout de suite que il y a un avantage à avoir la canonnière américaine plutôt que le fétu de paille, ou vous voyez. Donc il y a ça. Ça se passe au moment de la modernisation du Japon, mais ça se passe aussi bien avant, en fait. Quand les premiers missionnaires ou les premiers commerçants et soldats portugais, catholiques, hollandais débarquent au Japon, il y a déjà l'introduction d'armes à feu, de la religion chrétienne en partie. Enfin, ouais. Donc là, le Japon prend des choses. Encore une fois, quand vous verrez Mononoke, c'est très clair que l'arsenal technique qui est mis en scène, qui est mobilisé pour combattre la nature, est absolument hallucinant. Donc, il y a un Japon qui comprend tout à fait les avantages de la modernisation,
les avantages d'une certaine technique. Au Japon, par exemple, quand il y a une montagne et une route, il y a un tunnel qui va tout droit pendant 15-20 kilomètres qui traverse la montagne. C'est absolument ahurissant. Et ça, c'est la manière dont le Japon construit sa modernité. Donc, on pourrait penser que ça s'ajoute à une couche primordiale japonaise et que ça la complète, mais en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est une négociation permanente entre des niveaux de valeur, que la modernisation s'ajoute pas à un substrat japonais immuable, mais qu'au contraire, ce substrat japonais se redéfinit aussi en permanence avec ses nouveaux apports. Et on le voit bien dans chacun des films de Miyazaki, enfin tous ceux qu'il a fait et tous ceux dont on parlera cette semaine. Prenons un cas particulier avec Ponyo. Oui. Ponyo sur la falaise. Alors, difficile de résumer ce film. On va entendre un premier extrait où tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant, c'est que c'est la rencontre entre un petit garçon qui s'appelle Sosuke et un poisson rouge qui a une tête humaine qu'il va baptiser Ponyo. Écoutez cette première rencontre, écoutez le bruit des vagues qui, de toute évidence, est fait avec une voix humaine. Un poisson rouge. Il est coincé. On dirait qu'il est mort. Bizarre cette vague. Il m'a léché le doigt. Il est vivant. Sosuke, dépêche-toi! Bizarre. Un poisson rouge. Alors, vous l'avez retrouvé? Quoi? Elle a été capturée par un humain? C'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Vous écoutez France Culture, le chemin de la philosophie. Bienvenue dans le premier temps de cette série sur le réalisateur Miyazaki avec cet extrait de Ponyo et en compagnie du philosophe Thierry Oquet. Je disais qu'il était difficile de dire de quoi ce film parlait parce qu'en réalité, c'est de loin le plus délirant de tous les films de Miyazaki. Il y a une vraisemblance et une histoire qu'on peut finalement qui est assez facile à comprendre, mais les personnages, l'action, les rebondissements sont vraiment le fait de quelqu'un qui a peut-être pris de la drogue pour écrire ce film, mais en tout cas pour le meilleur parce que ça marche très bien, autant chez les enfants de 2 ans et demi que les adultes de 40 ans et plus. Oui, déjà il y a ces personnages de vagues qu'on entend et qui sont un des personnages peut-être les plus importants, les plus présents du film. Ce qui frappe dans cette rencontre, c'est qu'en fait, il y a un mot trompeur ici dans ce qu'on a entendu. Il parle c'est un poisson rouge en fait. Et pour nous, un poisson rouge, c'est une créature captive dans un bocal. Or, en fait, Ponyo ne va jamais être l'animal de compagnie de ce petit garçon. Il va la transporter dans des récipients, mais parce que c'est ce qui est nécessaire à sa survie. Et à aucun moment, elle va avoir l'air d'être domestiquée. Donc, elle ne sera jamais un poisson rouge, en fait. Ça, c'est très important, je pense, parce que, en fait, ce qui se joue ici, c'est vraiment une rencontre entre 2 personnages, entre 2 héros. Et puis, il y a ce prisme ou cette coque du bocal, là. Elle est prise. Ponyo, en fait, quand même, on va raconter le début du film. On voit que Ponyo est un animal un peu bizarre. Je pense pas vraiment à un poisson rouge quand je la vois, mais c'est peut-être la façon la plus facile de la caractériser, qui vit sous l'eau et qui veut s'échapper, qui se met sur le dos d'une méduse et dans le corps d'une petite méduse qui vient sur la grande méduse et elle s'échappe, elle va à la surface de l'eau et au moment d'arriver à la surface, elle se fait prendre dans un bocal en verre parce que la mer est immonde, l'océan est vraiment recouvert de déchets et donc au moment où elle arrive, elle roule au pied de Sosuke qui veut jouer au bord de l'eau avec son bateau, et bien elle est prise dans un bocal en verre. D'où la comparaison immédiate avec un poisson rouge. Voilà. Et ce bocal, alors il est ambigu parce que d'un côté, effectivement, c'est une pollution qui la capture, mais on voit bien qu'à un moment, elle est ramassée dans un truc.
On pense que c'est un chalutier, un filet de pêche. En vérité, il y a tellement peu de poissons qu'on peut douter. C'est-à-dire, à un moment, je me suis demandé si c'était pas quelque chose qui était en charge de ramasser les déchets. Vous voyez, tellement on vit dans un monde dégoûtant. Mais en tout cas, il y a cette ambiguïté. Et de même, le pot de verre dans lequel elle se trouve prise va être évidemment un carcan pour elle. Mais on se demande à un moment s'il la protège pas et s'il ne la sauve pas à un moment de choc plus grave qui aurait pu l'écraser, en fait. Donc, cette rencontre, elle est fondamentale aussi dans la mesure où c'est grâce à ce petit bocal que, entre guillemets, Sosuke va se couper, hein, et il va se jouer ici quelque chose de déterminant pour la suite de l'intrigue. C'est-à-dire ici, un petit récipient de rien du tout se trouve investi de nombreuses significations. Est-ce que c'est une protection? Est-ce que c'est un carcan? Est-ce que c'est une pollution humaine? Ou est-ce que c'est pas finalement l'instrument du destin qui va faire que cette rencontre va avoir lieu? Parce que sans le bocal, pas de coupure. Et sans coupure, pas de destinée de Ponyo. Oui, parce que c'est au moment de vouloir libérer ce petit animal, appelons-la comme ça pour l'instant, de son bocal, que Ponyo va prendre une pierre pour briser le bocal. Ce faisant, il se blesse légèrement au pouce, mais Ponyo ainsi libéré va, à l'aide de sa langue, sucer la goutte de sang sur le pouce de Ponyo et ainsi commencer une transformation vers une humanité. Parce que c'est ça, à la base, c'est que Ponyo, elle appartient alors à quoi? Une autre espèce que l'humanité? Qu'est-ce que c'est que cette espèce bizarre? On le retrouve beaucoup chez Miyazaki, ça. On ne sait pas si c'est des humains ou des non-humains. En tout cas, elle est dotée d'une très forte intentionnalité. Elle s'échappe. Elle utilise des instruments, vous l'avez dit, d'autres vivants, les méduses, pour se dissimuler, pour se cacher. Elle les utilise comme moyen de locomotion. Donc, elle est dotée d'une très forte volonté. Et elle sait ce qu'elle veut, en fait. Et elle veut rencontrer ce petit garçon qu'elle a aperçu. C'était son objectif, en quelque sorte, peut-être. Et donc, sa nature, on ne la connaît pas. Mais en tout cas, elle va être profondément affectée, et c'est cette transformation-là qui nous intéresse. Dans les mythes germaniques, il y a un personnage qui lèche son doigt qu'il a trempé dans le sang du dragon. Et à partir de ça, il va rejoindre une sorte d'immortalité ou d'invulnérabilité. Eh bien, Ponyo, elle suce pas le sang du dragon, elle lèche le doigt de Sosuke. Et à partir de là, il va s'en suivre un ensemble de conséquences. Alors, je ne sais pas s'il y a l'invulnérabilité en partage, mais en tout cas, une sorte de puissance extraordinaire qui va se déchaîner à partir de ce micro-événement. Vous parlez des mythes germaniques. S'il fallait dessiner la constellation de références intellectuelles et de fiction de ce film et de Miyazaki, peut-être en général, mais ce film en particulier, ce serait un mélange entre La Petite Sirène, Wagner et Alice au Pays des Merveilles. Oui, on peut dire ça, oui. Parce qu'en fait, Miyazaki est le réalisateur des transformations. Ces personnages, même des transformations, des métamorphoses, au sens vraiment ovidien du terme. Alors, le sens ovidien, justement, je sais pas, parce que chez Ovide, les métamorphoses arrivent comme des châtiments, comme des punitions. Ici, on a l'impression qu'il se joue quelque chose d'un devenir un peu, alors, j'allais dire endogène, c'est-à-dire ça se passe tout seul, en quelque sorte. Ça se passe tout seul avec comme unique instrument la volonté. Donc on a, sans la volonté de Ponyo, sans son désir de transformation, sans son désir d'explorer, de connaître le monde et de rencontrer les humains, sans doute tout ça ne se produirait pas. Mais en même temps, il y a cette fatalité, en quelque sorte, un peu comme les pépins de grenade dans le mythe de Perséphone, qui font qu'elle sera condamnée à rester aux enfers une partie de l'année. Eh bien là, c'est d'avoir pris du sang humain, ça va la transformer, comme si ça enclenchait, en quelque sorte, ça catalysait dans son organisme une série de réactions qui deviendraient incontrôlables par la suite. Alors il y a une grande réflexion sur la biologie dans le sens large, même souvent dans les films de Miyazaki. Et ici, pour comprendre ce qu'il y a en jeu, forcément il y a la volonté de Ponyo, mais elle est prise dans une autre volonté qui est celle de son père. Il faut qu'on fasse connaissance avec le père de Ponyo. C'est un personnage extraordinaire avec une énorme chevelure rousse, de grosses boucles d'oreilles, du maquillage autour des yeux, habillé un peu en mode disco des années 70, et il vit sous l'eau avec pour but de répandre un liquide pour attirer certaines espèces et reproduire un espèce sous-marin tel qu'il avait lieu dans l'époque préhistorique. Écoutez ce qu'il dit lorsqu'il s'aperçoit, on l'avait déjà un peu entendu dans l'extrait d'ouverture, que Ponyo est passé du côté humain. Écoutez comment il parle des humains, ce qui veut bien dire que lui s'en distingue. Quelle bêtise j'ai faite. Tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû vous montrer à toi et tes sœurs le travail de la ferme sur la terre des humains. Je vous avais pourtant expliqué que chez eux, l'eau est polluée, tout comme l'air qu'ils respirent. Bon, allez, mange maintenant. Mange. Tu m'entends, Brunhilde? Mange. Je veux du jambon!
Mais où as-tu entendu parler d'une chose aussi horrible, hein? Dis-moi, Brunhilde. Je m'appelle pas Brunhilde. Je m'appelle Pogno. Quoi? Pogno? Oui, et Pogno aime Sasuke. Et Pogno veut devenir humaine comme lui. Humaine? Tu veux devenir comme ces créatures, aussi stupides et abominables? Les humains ne font que voler la vie de la Terre. Moi aussi, j'ai été un être humain autrefois. Me libérer de cette malédiction m'a tellement coûté que... Pogno veut des mains. Et des pieds comme Sasuke. Pas ces vilaines nageoires. Tais-toi! Tais-toi! Là où Miyazaki est intéressant, c'est qu'il est toujours ambivalent. On peut pas dire qu'il se situe d'un côté comme de l'autre. Il n'est pas anti-humain ou complètement misanthrope, et il n'est pas non plus dans une célébration de l'humanité. Il est très exactement entre les deux. C'est ce qui fait tout le charme de ce film, qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas moralisateur, Thierry Hoquet. Mais elle est insupportable, cette Pogno, c'est vrai, il faut le dire. Elle a un culot monstre. Elle renie complètement les valeurs qu'a voulu Pour lui son inculquer. père, vous voulez dire, ouais. Ah oui, voilà. Parce que pour nous, elle est adorable. Au contraire, on veut ressembler à Pogno. Mais toute personne à qui il a été donné d'élever un enfant comprendra que c'est pas possible qu'un enfant parle comme ça à ses parents. Elle le renie. Elle le renie absolument. Alors, bon, évidemment, nous, on est humains, donc ça nous caresse dans le sens du poil. Quelqu'un qui veut devenir humain ne peut pas être foncièrement mauvais. mais malgré tout, on peut s'étonner du fait que... qu'est-ce que fait un parent par rapport à son enfant? Il lui explique qu'il doit s'accepter comme il est. Elle dit, j'ai des vilaines nageoires, mais ça sort d'où? Vous voyez, enfin, pourquoi avoir des pieds ou des mains serait valorisé par rapport au fait d'avoir des nageoires et de vivre dans l'élément aquatique? Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut nous parler, parce qu'on se dit, ah bah oui, forcément, c'est bien. Et puis, ça nous porte aussi vers cette histoire d'amour. Elle le dit tout de suite, j'aime Sasuke. Donc, voilà, c'est très important. Mais après tout, on peut s'étonner, et puis on peut comprendre l'étonnement ou la colère du père, ou le remords qu'il a d'avoir commis des erreurs dans l'éducation qu'il a donnée à son enfant. Alors, il y a quelque chose de très amusant aussi. Je dis pour rire qu'elle est évidemment énervante, parce qu'effectivement, c'est tout son charme, sa pétulance, et le fait qu'elle se fiche éperdument de tout ordre établi. Elle a très mauvais goût également. Je parle pas du choix du petit garçon, mais voilà, ce qu'elle préfère manger dans le monde des humains, c'est du jambon. Non, mais ça, c'est génial, parce que c'est un poisson qui mange du jambon. Dans Porco Rosso, on en reparlera demain, c'est un porc qui mange du poisson. Donc là encore, toutes les espèces sont complètement troublées. Mais ça montre bien qu'ici, effectivement, Miyazaki se situe au-delà de toute considération morale. Il a un personnage qui est une forme de désir. Hein. Je parlais tout à l'heure d'intentionnalité, mais plus prosaïquement, on dirait, c'est un personnage qui est poussé par un désir fou, un désir de vivre, un appétit, en fait. Et elle veut découvrir, elle veut manger, elle s'émerveille de tout ce qu'elle rencontre, y compris de ce qui, d'un point de vue purement objectif, qui est celui que représente le père, il a des prétentions un peu scientistes, lui, ce qui, d'un point de vue purement objectif, paraîtrait immonde, pollué, sale, comme le monde des humains, voilà. Donc, ce qui nous est dit à travers ça, c'est que le monde des humains, c'est un monde fondamentalement impur, où ce qui importe au premier chef, c'est un ensemble de pulsions, de désirs et de volontés. Et c'est ça qu'incarne Pogno de manière extrêmement transgressive. Mais un mot quand même sur l'endroit où il se trouve quand ils ont cette discussion. Enfin, la maison du père, elle est sous l'eau. Donc on y descend de manière verticale et elle-même s'installe dans un mouvement horizontal. Il y a toujours chez Miyazaki cette idée de porte qu'on ouvre vers l'infini, vers un ailleurs, de tunnel qu'on traverse. C'est exactement le cas de cette maison qui renferme un puits avec une potion magique. Oui, c'est une maison. En fait, le père, c'est un faux gentil, puisque en fait, c'est un véritable apprenti sorcier. Donc, il utilise des techniques un peu magiques pour faire déployer une puissance surnaturelle dont la finalité est tout de même de détruire l'humanité. Donc, heureusement, il est un peu brouillon et un peu dérisoire, donc il n'est pas très dangereux pour l'humanité, mais enfin, on voit que ses intentions sont effectivement animées par une misanthropie radicale qui consiste à dire tout ce qui est lié à l'humain est négatif, et donc il faut exterminer cette engeance funeste pour rétablir un ordre du monde antédiluvien, en fait. Donc, un monde qui serait un monde aquatique. C'est la période du Dévonien, c'est voilà. comme ça qu'il l'appelle. Donc, c'est très intéressant d'ailleurs, le fait que le monde aquatique, ça soit pas un monde magique abracadabrantesque, ça soit une sorte de faune
qui serait indexé au travail des paléontologistes et qui reconstituerait des restes fossiles. Donc en fait, l'imaginaire ou le monde auquel on aspire, qui serait débarrassé de l'humain, est un monde qui a été forgé terminologiquement dans la science occidentale. Donc ici, voilà, on revient pas à un monde, vous voyez, où il y aurait des kami ou des divinités japonaises qui retrouveraient enfin leur empire sur le monde. Non, ça n'aurait pas de sens. En revanche, un monde pré-humain, tel qu'il a été défini par les spécialistes de fossiles, ça, voilà, c'est ça qui est l'objectif de ce père-là, qui est... on peut dire, qui joue avec le feu, hein, et qui expérimente avec des choses qui sont proches du nucléaire. Moi, je trouve, je me suis amusé en regardant le film avec ces yeux-là, à essayer de trouver, vous voyez, le petit symbole du nucléaire, de la radioactivité. Là, voilà. Alors, effectivement, on voit sur les méduses, il y a alors c'est pas 3, c'est 4, mais enfin on voit et puis il y a une hélice de bateau à un moment avec qui est à 3 machin. Et on peut voir beaucoup de petits signes comme ça. Il y a un truc qui se joue ici qui est dangereux en fait et qui est foncièrement mauvais. Et d'ailleurs Pogno le sent bien et ça fonde en quelque sorte son antipathie profonde à l'égard de son père. C'est dangereux, mauvais et en même temps on n'arrive pas à le caractériser comme un méchant, à la différence d'autres personnages très méchants chez Miyazaki, hein, je pense à Dame Eboshi notamment, mais voilà, beaucoup d'autres encore. Lui, on a presque envie d'en rire. Je décrivais son apparence physique. Il est entre les genres dans tous les sens du terme. On ne sait pas quand on le voit si c'est un homme ou une femme, dans une espèce de trouble du genre, voire même de queer qui est assez surprenant à ce moment-là du film et pour un film pour enfants. Il fait pas du tout peur. Plus tard, on verra aussi comment Miyazaki fait sourire à partir de personnages qui se prendraient peut-être trop au sérieux. Et là, ce film, par rapport à d'autres encore une fois, a peut-être cette force-là, voire cette légèreté, qui fait qu'il n'y a pas de méchant incarné. Tout est toujours un peu plus léger ou un peu moins sérieux. Ouais, pour moi, le personnage du père est un personnage paradoxalement très enfantin. Il est très enfantin parce que, en fait, c'est juste quelqu'un qui a compris que les humains étaient méchants, faisaient le mal, polluaient, tuaient des petits animaux. Et donc, les humains étant une cause de mal dans le monde, il faut éliminer les humains pour que le monde soit meilleur. Voilà. Donc c'est en ce sens que c'est très enfantin. C'est vraiment un raisonnement complètement manichéen. Et lui-même a fait ce que Pogno veut faire en sens inverse, c'est-à-dire il a nié sa propre identité humaine pour prétendre devenir autre chose. Et je pense qu'il est aussi conscient de la dimension d'impasse ou d'échec que ça a comporté pour lui. Et donc on a envie de suivre Pogno quand elle s'échappe. On va la retrouver d'ailleurs. Vous avez peut-être remarqué que dans l'extrait précédent, son père l'appelait Brunhilde. Or, Brunhilde, ça rappelle, vous avez parlé des mythes germaniques, ça peut rappeler aussi Wagner, évidemment, hein, dans la Valkyrie, justement, de ce personnage formidable de Brunhilde, qui elle aussi veut s'échapper. Eh bien, figurez-vous que Wagner, on le retrouve un peu plus tard, quand Pogno va parvenir à s'échapper une nouvelle fois du sous-marin ou du territoire sous-marin de son père. C'est une scène extraordinaire. On voit un poisson changer en petite fille, qui donc jubile d'utiliser ses jambes, ses pieds et ses mains, courir sur des vagues qui sont en réalité des poissons gigantesques qui essaient de la conduire jusqu'à la maison de Sosuke, qui est lui-même dans la voiture avec sa mère à conduire à toute vitesse pour échapper à la tempête que la venue de Pogno a déclenchée. Écoutez comment le Wagner et la Valkyrie est reprise dans le thème du film et imaginez une petite fille rousse avec le visage souriant en train de courir, de sprinter sur les vagues pieds nus. Oh! Les mains sont sorties et les pieds aussi sont sortis. Des dents! Des dents! Des dents! Des dents!
Alors cette scène, c'est exactement la rencontre entre l'Occident et le Japon. L'idée qu'on se fait du Japon et l'idée qu'on se fait de l'Occident. Hein. Thierry Hockey, on a Okuzai et sa célèbre vague qui rencontre Wagner. Et on a les marins sur leur bateau américanisé qui essaient de pêcher, qui voient cette petite fille et qui n'arrivent plus à contacter le continent, qui sont sur cette tempête dont il nous a été dit au début du film que c'était un mythe japonais, à savoir que le jour où un poisson avec une tête d'homme rejoindrait la Terre, alors un tsunami géant viendrait dévaster le pays, ce qui est en train de se passer en fait. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire là, Miyazaki a l'art de nous faire voir une catastrophe et de nous la rendre plaisante. C'est assez saisissant finalement quand on pense à ce qui nous est représenté. Et en quelque sorte, la seule chose qui nous préoccupe dans cette affaire, c'est est-ce que Ponyo va réussir à rejoindre Sosuke en fait. Donc ça montre bien à quel point aussi notre regard est biaisé par nos propres passions. Et le fait qu'effectivement, si on regarde le film d'un point de vue extérieur et purement moralisateur, on le rate complètement, on rate tout le plaisir qu'il y a à partager les émotions des personnages. Cette petite Ponyo, on voit donc ici, là, c'est très beau la manière dont effectivement le thème musical de Ponyo s'hybride au thème de la chevauchée des Valkyries de Wagner. Et puis là, on voit bien qu'on a un poème symphonique en fait qui hybride et qui cite donc avec cette capacité de s'adresser à plusieurs publics, mais aussi à peut-être utiliser justement le lyrisme wagnérien pour donner une sorte à la fois de dimension tragique au moment, donner une dimension héroïque au personnage de Ponyo, mais aussi sans doute avec une pointe d'ironie, puisque effectivement on a cette relecture un peu postmoderne de quelque chose qui fut très sérieux et qui tout à coup correspond à une petite fille à gros pieds qui court sur des vagues avec un immense sourire. Il y a quelque chose de comique en fait dans cette affaire. Oui, c'est Mimi Cracra qui se retrouve chez Wagner en fait. Oui, ou Fifi Brin d'Acier. Voilà. Mais c'est juste cette rencontre entre deux contraires et c'est ça qui est extraordinaire dans ce film. Voilà, donc c'est aussi là qu'on voit qu'on va au-delà de la petite sirène auquel le film a parfois été comparé. C'est aussi l'histoire d'un être qui vit sous la mer et qui décide par amour de devenir humain pour rester avec la personne qu'elle a rencontrée. Sauf qu'en fait, dans La Petite Sirène, elle doit sacrifier le langage et la marche lui est douloureuse. Alors qu'ici, on voit que Ponyo, en s'émancipant, elle gagne le langage et elle en fait grand usage. Ouais. Et la marche, la course est loin de lui être douloureuse puisqu'elle adore justement chevaucher, gambader et courir à toute vitesse. Donc ça part de l'idée de la petite sirène, sortir de son monde pour aller vers l'ailleurs, sauf que là, c'est présenté avec un optimisme délirant en fait. C'est là qu'on voit que un désir qui s'affranchit de toute borne et qui dit non aux parents, tout à coup fait pousser des ailes. Et c'est ça qui est absolument, je pense, exaltant quand on regarde cette scène. C'est le bonheur de voir une émancipation en marche. Alors c'est de l'optimisme ou c'est une façon de se mettre du point de vue de l'enfant ou encore une troisième hypothèse, l'essence même du merveilleux, ce que vous décrivez. Parce qu'il y a une importance très forte accordée aux enfants dans les films de Miyazaki. Ce sont souvent, presque quasi totalement, à part certains, c'est vrai, pas Porco Rosso, mais sont souvent les personnages principaux. Et on est toujours entre la réalité et soit le fantastique, soit le merveilleux. Donc cet optimisme que vous décrivez, qu'est-ce qui est responsable de cet optimisme-là, selon vous? Alors, d'abord, le point de vue des enfants est asymétrique. D'un côté, on a ceux qui sont sur Terre et qui sont dans une sorte quand même d'inquiétude par rapport aux éléments qui sont en train de se déchaîner et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, le point de vue de Sosuke, de ce point de vue-là, est différent, je dirais. Alors que, effectivement, là, le point de vue de la musique adopte le point de vue de Ponyo, qui est un point de vue de libération, véritablement. Donc, on est porté par elle. Concernant justement le merveilleux que ça représente, je crois qu'ici, on s'est complètement émancipé de toute forme de contrainte réaliste.
Autant quand vous décriviez la maison sous-marine, on se dit il y a des dispositifs pour respirer. Vous disiez que Ponyo, elle se protège sous une petite coque de méduse pour remonter vers la surface. Enfin, il y a comme ça des moments où on a l'impression qu'il y a des petits dispositifs techniques qui permettent la négociation de la traversée des mondes. Ici, il n'y a rien de réaliste. Et ce qui est le plus surprenant, sans doute, c'est que des êtres humains adultes assistent à la scène et disent une petite fille de l'âge de Sosuke est en train de courir sur les vagues, sans que ça ait l'air de les effarer plus que cela. C'est-à-dire la nature humaine de la créature qui court sur les vagues à ce moment-là n'est mise en question par personne, en fait. Donc, on s'inquiète pas qu'une petite fille court sur les vagues, des vagues de 10-15 mètres de haut, en pleine tempête. Ça surprend, mais on s'interroge, mais apparemment, dans ce monde-là, ça n'inquiète pas plus que ça. C'est le propre du monde merveilleux, c'est qu'à la différence du fantastique, c'est toutes les lois qui sont changées. Donc il n'y a pas un événement qui tout d'un coup paraît complètement aberrant. C'est tout le monde qui ne ressemble pas au nôtre. Je vous propose qu'on écoute ensemble, Thomas Beau, notre réalisateur, a proposé un montage entre Ponyo et Chihiro, 2 scènes où les 2 personnages, Chihiro d'un côté et Ponyo de l'autre, vont devoir traverser un tunnel. Et c'est au terme de l'autre côté du tunnel que va apparaître le merveilleux, ou que les lois vont être changées ou au contraire revenir à leur place. Écoutez, puis vous nous direz ensuite comment tient cette comparaison entre Chihiro d'un côté et Ponyo de l'autre. Chihiro. Tu vois, Ponyo, ça c'est un tunnel. Le vin s'engouffre dedans. Qu'est-ce que c'est? Allons voir ça de plus près, ça doit bien déboucher quelque part. Allons-nous-en. Il me fait peur ce tunnel. Tu ne risques absolument rien puisque tu es avec moi. Je suis déjà venu par ici, t'inquiète pas. Ponyo? J'aime pas cet endroit. Je te promets, je te lâcherai jamais la main. Attention, vous pourriez glisser. Chihiro, ne t'agrippe pas à mon bras, tu m'empêches de marcher. Maman, j'ai peur. Oh, vous entendez? Maman, c'est un train. Oui, il y a sûrement une gare tout près. Venez, on va aller voir. Dans Le Voyage de Chihiro, le tunnel se situe au début du film et va lancer le film du côté du merveilleux. Dans Ponyo, il se situe à la fin. Il va permettre une sorte de rétablissement des choses dans leur ordre, un nouvel ordre, mais quand même. Et les parents de Chihiro sont aussi peu rassurants que Sosuke est protecteur à l'égard de Ponyo. Kirioke, c'est vraiment une opposition ici. Ouais, alors on pourrait dire qu'effectivement, Chihiro, c'est vraiment le soldat de l'ordre, en fait. Elle va passer tout le film à essayer de réparer la faute de ses parents, remettre chacun à sa place. Elle va trouver à chaque fois la petite épine dans le pied ou dans le corps qu'il suffit de sortir pour que un monde meilleur advienne. Chihiro, c'est une réparatrice, en fait. Elle pense les plaies du monde et elle est très bien dans ce rôle-là. Elle est très active. Ponyo, elle en a rien à faire du monde. On l'a dit, c'est son désir qui s'impose et qui fait désordre, en fait. Donc elle fait tout pour aboutir à ses propres fins, mais sans aucune considération à aucun moment des conséquences que ça pourrait avoir sur tel ou tel. Elle est plus jeune aussi que Chihiro. Elle est plus jeune, oui. Elle n'a pas atteint l'âge de raison, c'est ça? Donc, non, même pas. Ouais. Donc, mais malgré tout, c'est ça qu'elle dit et c'est ça qui fait qu'elle est
c'est ça qu'elle symbolise. Elle nous fait faire l'économie justement de la rationalité. Elle est une sorte de pulsion à l'état brut. Et là, justement, quand elle traverse ce tunnel, on sent que vous parliez d'un retour à l'ordre. En tout cas, c'est un épuisement total, en fait. Elle s'évanouit au point que son amie pense qu'elle est en train de mourir à nouveau, en fait. Donc, ici, effectivement, on redoute, parce qu'en fait, cette traversée du tunnel, autant on en redoute les conséquences pour Chihiro, autant là, on se dit, ce n'est pas possible, ils ne vont pas redevenir comme tout le monde, en fait. Et c'est ça qui se passe. Ils sortent du tunnel, et là, elle redevient un petit poisson comme au début, et on rejoue la scène initiale de est-ce que ce petit poisson est mort ou vivant. Donc, sauf que là, on ne veut pas que ça soit la conclusion, et ça ne peut pas être la conclusion du film. Donc il faut remettre du désordre là-dedans, et c'est ce qu'elle va faire en reprenant ce toc qu'elle a peut-être emprunté au lama de Tintin, mais le fait qu'elle adore cracher à la figure de toutes les personnes qui lui sont désagréables ou légèrement antipathiques. Donc, avec cette insolence une nouvelle fois, elle va montrer que non, on n'est pas retourné dans l'ordre, et il y a encore place pour ce désir de différence. Et pourquoi le tunnel, à votre avis? Pourquoi dans les le deux cas, tunnel, c'est un pour moi, en fait, ici, c'est un tunnel de sortie de monde, en fait. Donc, moi, je l'ai regardé avec Orphée et Eurydice un peu en tête, en me disant il va y avoir un truc qui va se jouer ici qui pourrait les séparer à tout jamais. Et ça, de ce point de vue-là, si on le regarde comme ça, c'est très beau parce que en fait, ils sont toujours côte à côte, ils se donnent la main, ils se sont toujours aimés mutuellement. Vous voyez, ça, c'est aussi une très grande différence avec la petite sirène. La petite sirène, elle aime et elle doit être aimée en retour. Entre Sosuke et Ponyo, il n'y a jamais eu de question de cet ordre-là. C'est une affection profonde, partagée, une peur que l'autre disparaisse, qui les lie pour toujours l'un à l'autre. Et c'est ça qui fait que leur relation est tellement touchante. C'est une relation qui est très propre à l'âge enfantin, on peut dire. Ouais. Si on pense à ce que Freud disait de Forte da, vous savez, l'enfant qui lance son jouet pour savoir si ici ou là, il apparaît, il disparaît. Et bien là, il y a plein d'épisodes comme ça dans le film où tout à coup, ils sont ensemble, séparés, et à chaque fois, on a envie de pleurer. Et là, ce tunnel, il apparaît comme une ultime épreuve, ça sera la pénultième si vous voulez, mais une épreuve au cours de laquelle on se dit que va-t-il se passer, que vont-ils trouver de l'autre côté, et est-ce qu'ils vont être plus forts que les épreuves que le monde adulte jette sur leur chemin. C'est là où Miyazaki est très fort, c'est qu'il nous place, nous autres spectateurs adultes, dans la peau de l'enfant que nous étions et qui est devant nous à l'écran, en fait. Les enfants sont toujours, incarnent énormément chez Miyazaki parce qu'on arrive à s'identifier à eux. Voilà, sauf que dans cette scène, ce qui inquiète, c'est le déséquilibre et le fait que Ponyo est en train de perdre force, en fait. Elle est en train cet enthousiasme valkyrien qui l'a porté jusque-là, tout à coup, on sent qu'elle est à bout de quelque chose. Vous savez, comme ces enfants qui font des scènes incroyables et puis qui 2 secondes après s'endorment. Ben là, elle est là. Elle a mis le monde sans dessus dessous. Et puis à présent, elle s'endort. Et on doit la porter. On doit faire, voilà, et on ne sait pas ce qu'on va faire d'elle. Et on ne sait pas si elle va retrouver justement ce tonus qui semble l'avoir provisoirement abandonné. Laissons le suspense pour l'instant. Ce passage d'un monde à l'autre qui est caractéristique de ces films merveilleux. On trouve ça beaucoup aussi dans l'univers des Marvel où on passe vraiment pour le coup au sens propre d'une galaxie à une autre. C'est aussi celui du passage de la réalité à la fiction et de la fiction au rêve. Et cette question-là est posée de manière explicite dans Totoro. Mon voisin Totoro, dont je vous propose qu'on écoute un extrait ici. Vous verrez comment l'évocation du rêve est directement et explicitement faite par opposition à la réalité, mais au bout d'un moment, c'est même l'opposition entre réalité et rêve qui ne tient plus. Chère maman, mon cœur bat très fort à l'heure où je t'écris. Il nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire à Mai et moi. Nous avons vu Totoro, nous l'avons vu toutes les deux. Il nous a offert un cadeau, enveloppé dans une feuille de bambou. Nous l'avons ouvert dès que nous sommes arrivés à la maison. Ce sont des graines et des noisettes magiques. Nous avons décidé de planter ces graines juste devant la maison pour être sûrs que les écureuils ne les mangeront pas. D'ailleurs, May les surveille et les arrose tous les jours. Pour l'instant, ça n'a rien donné, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va pousser.
C'était un rêve qui n'était pas un rêve. C'est la meilleure formule de ce cinéma, Thierry Hoquet. C'est un troc, en fait, avant tout. Un troc ou une reconnaissance de dette. C'est-à-dire, les petites filles ont prêté un objet que nous appelons un parapluie et qui fonctionne pour la créature plutôt comme un instrument de musique. Et puis, il y a une sorte de gratitude qui fait que, on trouve des graines enchantées, des graines porteuses de vie. Le lendemain, sur le pas de sa porte, comme si finalement, comme on retrouve le résultat d'une soirée un peu éméchée dans sa poche, et on se dit mais en fait oui, ça a vraiment eu lieu. Donc il y a quelque chose ici qui confirme que la réalité la plus folle peut avoir une consistance. Et ici, la consistance, elle est dans ce miracle de la vie renouvelée que nous donne à voir les graines qui vont pousser pendant la nuit. Donc ici, la dimension rêve ou pas rêve, je trouve qu'elle se redouble par un merveilleux tout à fait banal ou ordinaire qui est celui de voir des graines pousser. C'est-à-dire ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces graines, ce sont des promesses. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit se déployer dans le temps. J'ai dit un peu méchamment que c'était un troc, mais c'est beaucoup plus noble que ça, parce qu'en fait, il leur donne un peu de sa magie avec ces graines, parce que comment un petit objet rond et dur peut se déployer et donner naissance à un organisme vert et florissant, bien, c'est très difficile à comprendre. Et en soi, c'est merveilleux, c'est voilà. vrai, si on ne le comprend pas. Donc ici, pour moi, il est là, le merveilleux, il est dans le fait très ordinaire de la puissance de la vie qui se déploie, et puis dans le fait que justement tout cela prenne du temps. Bergson disait il faut attendre que le sucre fonde. Ben là, il faut attendre dans le verre d'eau. que les graines donnent tout ce qui est en elles. Et pour ça, il faut beaucoup d'amour. Il faut chérir ces graines. Il faut s'en occuper. Alors bien sûr, un peu de magie, ça peut aider. Mais la première magie, c'est le soin et l'amour qu'on va apporter à ces graines pour leur permettre de s'épanouir et de révéler tout leur potentiel. Les trois films sont très différents, hein. Ponyo, Totoro et Chihiro. Là, on les met un peu dans le même sac pour les besoins de cette première émission sur Miyazaki. On avait déjà consacré une émission au voyage de Chihiro et un peu de Mon voisin Totoro. Les univers sont très différents. Et celui de Ponyo est peut-être le plus délirant aussi quelque part. Celui qui est Totoro est très tendre, cet animal qui a marqué des générations et qui est absolument attachant. On ne trouve pas l'équivalent chez Ponyo. Chez Ponyo, c'est comme si tout était centré autour de l'histoire et des fantaisies que cette histoire permettait. Alors c'est amusant, dans les entretiens que Miyazaki a donnés sur ce film, sur Totoro, il dit que s'il avait dû changer des choses, il aurait donné moins de place à Totoro, en fait. Comme si ça l'encombrait, finalement, ce qui est devenu un peu iconique. Oui, parce qu'il y a le Chabus, il y a beaucoup d'autres personnages extraordinaires, d'ailleurs. Et ce qui est vraiment singulier dans Ponyo, par contraste avec les deux autres films, je pense, c'est l'absence de préoccupation par rapport au quantiraton et aux structures attendues, normatives de la société, de la famille. La famille de Sosuke est complètement dysfonctionnelle, un père toujours en mission, en mer, sa mère qui n'hésite pas à boire un peu quand elle a des chagrins et qui est un peu caractérielle. De même, du côté de Ponyo, ce sont des parents très différents l'un de l'autre et pas très paternants ou maternants finalement. Mais on s'en fiche complètement. Tout ça se passe sans qu'il y ait aucun moment de jugement de valeur qui soit exprimé sur la nature des relations familiales. Alors que dans Totoro quand même, et dans Chihiro aussi, c'est très présent, c'est-à-dire la dette qu'ont les enfants vis-à-vis des parents. Dans Totoro, ça prend la forme de la mère malade dont il faut s'occuper. C'était le cas de Miyazaki d'ailleurs. Et du côté de Chihiro, c'est la faute des parents qu'il faut racheter. Donc ici, l'idée que les enfants ont une dette à porter envers ceux qui les ont mis au monde et qui les élèvent, Ponyo s'affranchit complètement de toute cette économie familiale, de la dette et de la reconnaissance. C'est un monde où vraiment prime l'enthousiasme, le penchant et une sorte d'ivresse de vivre, de manger du jambon et de courir dans les vagues. Ce qui fait qu'il plaît autant aux petits-enfants qu'aux adultes. C'est votre film préféré de Miyazaki ? Peut-être, oui, par sa légèreté et puis
le grand rire qu'il nous donne en vie et puis l'appétit qu'il nous donne face au monde. Je suis d'accord. Regardez Pogno, chers auditeurs. Voici encore un avant-goût. On laissera la fin ouverte, comme ça on ne révélera rien pour une fois, Thierry Hoquet. Voici le générique de début magnifique, Mother Sea. Merci beaucoup Thierry Hoquet d'être venu nous parler de Miyazaki ce matin. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs à certains de vos ouvrages qui vont prolonger la réflexion à partir de ce film. Cyborg Philosophie, un pensée contre les dualismes, mais aussi des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie, un ouvrage sur Darwin. Bref, on mettra la liste sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci, à bientôt. Sur France Culture, les Chemins de la Philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. L'utopie existe-t-elle encore ? Développée par l'anglais Thomas More au début du XVIe siècle, l'utopie désigne un idéal social et politique. Son étymologie, signifiant à la fois le lieu bon et le lieu inexistant, elle indique qu'une société bien organisée et organisée en vue du bien reste au pire un idéal impossible à atteindre, au mieux une idée directrice, un horizon qui nous guide. Genre qui culmine au siècle des Lumières et jusqu'au socialisme de Charles Fourier, l'utopie a peu à peu laissé place à des théories inverses, les dystopies, qui trouvent dans une situation donnée non pas les moyens d'atteindre le meilleur, mais les ferments du pire. Ce sont tous les récits de science-fiction par exemple, d'Aldous Huxley ou de George Orwell. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? 2 livres tout juste parus soulèvent justement cette question. Rétrotopia, livre posthume du sociologue Zygmunt Bauman, qui jauge les transformations de la topie en rêve du passé, et Le choc des utopies de la canadienne journaliste militante Naomi Klein, qui s'attaque à la catastrophe que connaît Porto Rico. C'est la tempête la plus dévastatrice à frapper l'île en presque 90 ans. L'ouragan Maria a causé de nombreux dégâts à Porto Rico. Les vents d'une rare violence ont soufflé jusqu'à 250 km/h, arrachant les arbres. Certaines rues en sont jonchées, d'autres sont totalement inondées. Le toit de cette maison n'a pas résisté aux rafales. L'île de Porto Rico est ce jeudi totalement privée d'électricité. C'est clairement la pire expérience d'ouragan que j'ai eue. Nous vivons à Porto Rico depuis 30 ans, donc on en a connu certains, mais aucun n'était aussi intense que celui-ci. En 2017, l'île de Porto Rico connaît une tempête des plus meurtrières, l'ouragan Maria. Mais comme l'annonce d'emblée Naomi Klein, le véritable désastre n'est pas là, mais je cite, dans la terrible vulnérabilité imposée à Porto Rico. Situation politique, économique et sociale au plus bas, là était donc la véritable catastrophe. Mais c'était sans compter une autre catastrophe encore, celle de l'après-ouragan, de l'affrontement entre 2 utopies pour remettre l'île sur pied. Entre les ultra-riches déterminés à transformer Porto Rico en un paradis et celle de la population
civilisation déterminée à reconstruire ses communautés autrement, ce sont deux visions du monde qui se sont affrontées et qui continuent à s'affronter. Mais s'agit-il vraiment d'utopie, pour reprendre le terme de Naomi Klein, théoricienne de la notion de choc, avec son livre paru en 2008, La stratégie du choc, montée d'un capitalisme du désastre, elle a recours à ce terme d'utopie pour radicaliser l'idée d'affrontement, de choc justement. Mais loin d'être une utopie, Porto Rico est un lieu bien réel et la finalité qu'on veut lui donner est précisément discutée. Ce qui n'est pas le cas d'une utopie qui n'admet aucun conflit en son sein, mais au contraire un accord parfait. Conformément à l'esprit de l'utopie, la rétrotopia tire son impulsion d'un espoir bien précis, celui de réconcilier enfin la sécurité et la liberté. J'entends suivre ici les méandres les plus significatifs de l'histoire de l'utopie moderne. Pour ce faire, je m'attacherai à démêler, décrire et explorer certaines des tendances les plus remarquables de l'actuelle phase rétrotopienne. Je pense en particulier à la réhabilitation du modèle communautaire tribal, à cette manière de renouer avec l'idée d'un moi primordial, à cette façon de tourner le dos à l'ordre civilisé. Pour le sociologue disparu en 2017, Zygmunt Bauman, l'utopie s'est désormais transformée en rétrotopie. C'est-à-dire que subsiste toujours l'idéal d'un accord entre liberté et sécurité, mais passé aujourd'hui à la moulinette de la modernité et de ce qu'appelle Bauman les sociétés liquides. Ces sociétés sans organisation solide où chacun est livré à lui-même et à ses désirs infinis. D'où son constat d'un retour à un état de guerre des uns contre les autres. D'où le retour aussi aux inégalités. Et le désir même d'un retour à l'utérus. Et oui, rêve d'un refuge où seul existe l'ego. Mais là encore, s'agit-il vraiment d'utopie ? Eh bien non, car l'idéal se trouve dans le passé et non dans l'avenir. Comment penser alors l'utopie aujourd'hui ? Et si au contraire, on l'oubliait pour se concentrer sur le présent ? Pour en savoir plus, vous pouvez lire Naomi Klein, Le choc des utopies, c'est paru aux éditions Luxe, et Rétrotopia de Zygmunt Bauman aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine avec aujourd'hui à la prise de son Clément Daté. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Miyazaki, Philosophie avec Miyazaki. Demain, ce sera en compagnie d'Hervé Joubert, Laurencin et nous parlerons de Porco Rosso. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avant et après avoir vu les films de Miyazaki. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Nous attendons vos remarques et vos commentaires auxquels nous serons ravis de répondre. À demain, 10h donc, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.